Salut, cette vidéo est le re-upload d'une émission que j'ai déjà diffusée sur Instagram, donc vous m'excuserez pour le format vertical, mais je me suis dit que ce serait plutôt intéressant de vous la reproposer ici. Allez, bon visionnage. Ah, c'est impossible! Je veux dire, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Vous vous êtes vus? Vous vous êtes vus? On n'y arrive plus! On est à un moment de rupture là, réveillez-vous les gars! C'est impossible. Où est-ce qu'on va? Ce sont les mots qui me venaient tantôt dans le noir alors que j'assistais à la représentation d'Architecture, un spectacle donné au TNS durant la première quinzaine de novembre. Architecture, pour moi, c'était le Graal de cette saison. Et ce, depuis l'annonce du projet. Imaginez un peu, Pascal Rambert, auteur et metteur en scène virtuose, monte une pièce écrite pour une flopée d'acteurs et d'actrices de premier plan. Emmanuel Béard, Audrey Bonnet, Anne Brochet, Marie-Sophie Pferdane, Arthur Nosiciel, Stanislas Nordet, Denis Podalides, Laurent Poitrenaud, mon préféré, Pascal Rénéric et le padré, le grand Jacques Weber. Tout ce beau monde allait se réunir pour monter le spectacle d'ouverture du Festival d'Avignon, la traversée du XXe siècle par une famille d'aristocrates et d'intellectuels viennois commentant le dérèglement de la géopolitique mondiale et l'avènement des grandes guerres. Et dire que je pensais qu'Infinity War était le crossover le plus ambitieux de tous les temps. Pascal Rambert est un metteur en scène et auteur de talent. Ici à Strasbourg, nous avons pu le voir ces dernières années avec Clôture de l'amour, Répétition, actrice également. Les acteurs et les actrices sont aussi chevronnés que lui, du virtuose Laurent Poitrenaud au pétulant Jacques Weber, ce monstre terrible qui a dominé les planches francophones les dernières décennies. Il y a, dans cette équipe, des gens comme Stanislas Nordet, le directeur du TNS, Denis Podalides ou encore Arthur Nosiciel, le directeur du Théâtre National de Bretagne, qui sont autant metteurs en scène qu'acteurs. Bref, c'est une assemblée de grands talents, maintes fois éprouvés par l'exercice artistique, auteurs et contributeurs d'une foultitude d'œuvres complexes et saluées. Alors, de ce magma, de cette agrégation surnaturelle de talents qui, tout en restant variés, forment l'unité d'une véritable famille artistique autour de Pascal Rambert, que pouvait-on attendre? Les personnages sont agencés eux-mêmes au sein d'une famille d'artistes, d'intellectuels qui ne s'entendent pas, et leurs conflits sont censés être les miroirs de la politique internationale. Ce qui est bien avec la famille, c'est un modèle réduit d'un pays ou d'un État. Donc avec simplement la structure d'une famille, on peut arriver à parler d'une chose beaucoup plus large et de façon souvent plus fine et plus intéressante. C'est ce que nous dit le metteur en scène Pascal Rambert. Et j'ai été moins surpris par la froideur d'Architecture que par sa banalité. Son habit de déjà-vu au-dessus des épaules maintes fois flatté par la mise en scène moderne. Le choix de représenter au travers du microcosme d'une famille les perturbations sociopolitiques du monde occidental, c'est efficace, mais l'idée me semble aussi facile et surannée que celle de vouloir parler d'immigrants en reprenant la figure de Lys et de l'Odyssée. Nous voilà devant cette assemblée de personnages fonctions usés. Il y a le père, atrabilaire et despotique. Le couple de fils, lui, se divise entre le rebelle iconoclaste et le doux rêveur socialement dysfonctionnel. Les autres ne valent pas mieux dans l'originalité, avec un militaire belliciste, un éditorialiste cynique, une psychologue névrosée et une musicienne délirante et presque sibylline. Dans cette main de cartes usée par les batailles, seule Marie-Sophie Pferdane sort du lot, joker éblouissant et polymorphe. Dans la famille, elle remplace l'ancienne mère. Elle est de fait la plus exclue car rejetée par les 4 enfants. Et c'est une touche de fraîcheur dans une galerie de ressemblances. Alors oui, nous avons ces esthètes, ces intellectuels qui voyagent dans ce début de siècle alors que gronde la Première Guerre mondiale puis que s'amorce la Deuxième. Et nous voyons bien que même eux n'y peuvent rien face à la montée du fascisme. Leur propre famille est en guerre. Voici un usage tellement établi qu'il remonte au drame antique grec. Pascal Rambert l'écrit d'ailleurs très bien dans sa note d'intention. Si eux, les plus talentueux des talentueux, n'ont pas pu empêcher le sang, comment ferons-nous si le sang se présente à nouveau? Rien de nouveau sous le soleil, on se sert des puissants pour montrer que la fatalité est inévitable. Cette impuissance à agir sans cesse commenter rend la pièce extrêmement verbeuse, longue et lui ôte toute portée politique ou critique. Rambert a écrit sur des intellectuels, mais sur lesquels? Ceux qui ont existé et qui, on le sait au regard de l'histoire, ont échoué? Ceux d'aujourd'hui qu'il faut prévenir pour ne pas répéter les erreurs du passé? Sur ceux qui l'imaginent peut-être, mais qui n'ont d'autre substance que celle que leur prêtent les acteurs. Je trouvais que dans ce moment de l'histoire, il y avait quelque chose qui était avec des personnages que je pouvais inventer, qui étaient des gens extrêmement armés intellectuellement, qui avaient beaucoup de culture, qui avaient posé de grandes réflexions sur leur vie et sur
l'endroit et le temps où ils habitaient. Et malgré cela, ils n'ont pas été capables d'arrêter le fascisme. Je ne sais pas si on est face à une troisième guerre mondiale, mais en tout cas, on est face à des périls réels qui peuvent nous faire basculer, en effet, vers des conflits majeurs. Et cette pièce raconte ça. Architecture se pose, du moins dans la bouche de son démiurge, comme un cri d'alarme, un avertissement. Alors, comment une telle urgence peut-elle me laisser aussi froid ? Suis-je peut-être un inconséquent ? Ma théorie est de chercher du côté de cette agrégation de talents. Des talents qui ne sont pas neutres, pas simplement techniques et fonctionnels, mais engagés dans la pensée, dans l'esthétisme. Pour aligner les sensibilités de ces figures, la pièce a peut-être, même à son insu, fini par se cristalliser autour de quelques lignes de force assez consensuelles. Cette idée est d'autant plus crédible parce que Pascal Rambert, comme à son habitude, écrit pour les acteurs de façon personnalisée. Les personnages portent le nom des comédiens et des comédiennes. Cette caractéristique du théâtre de cet artiste est plaisante à plus d'un égard. Il transforme les humains en personnages et les personnages en humains, à tel point que ce flou crée des figures scéniques très crédibles et en même temps fantasmatiques. Mais avec des trognes vocales et corporelles aussi marquées que celles de Nordet, de Béard, de Ferdan, de tous les acteurs et de toutes les actrices de cette pièce, en fait, dont la personnalité est accentuée jusque dans la singularité de diction, comment trouver l'homogénéité, non pas du jeu, mais du propos qu'ambitionne le texte ? Si j'ai décidé aujourd'hui de prendre le temps de me concentrer sur architecture, c'est que dans son sujet comme dans son projet, le spectacle me semble un bon cas d'école du théâtre public contemporain. Je vous l'ai dit, l'équipe artistique concentre ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui. Il y a eu des moyens de production nécessaires à la réalisation confortable du spectacle. L'auteur se met lui-même en scène et donc évite tout souci d'interprétation malheureuse du texte. Et pour parachever cette architecture de qualité artistico-technique, le spectacle est donné dans la cour d'honneur du Palais des Papes d'Avignon, le summum de la consécration du théâtre public en France. Architecture ne devait pas échouer, pas avec tous ces facteurs réunis. Et de fait, malgré une large gamme de critiques allant du tiède au franchement déçu, le spectacle suit son cours, étant tourné actuellement dans les structures de ses directeurs-acteurs notamment, et amasse un public conséquent et des retours oscillant entre le mélioratif et les louanges impudiques. Et en soi, je ne pense pas que le spectacle soit raté. J'ai apprécié plusieurs de ses aspects. L'émotion de la relation entre Marie-Sophie et Jacques, l'impossible discours de Stanislas à son père, extrêmement touchant, les moments de tendresse du couple de musiciens, et même le couplet belliciste de La Teigne, dont toute la vie tend vers la gloire de mourir au front. Mais le spectacle ne m'a pas semblé bon, en cela qu'il n'est pas efficace. Je ne parle pas de soucis de narration, comme le fait que je n'ai absolument pas ressenti les changements d'époque et d'espace suggérés plus ou moins habilement par le changement de la scénographie, ou les longueurs d'un spectacle qui a pourtant réduit sa durée depuis Avignon. Tout cela relève du pratique, ce sont des modalités qui peuvent se régler et qui touchent certaines sensibilités, et pas d'autres, c'est ainsi. Ce qui me fait réagir, c'est la fonction que Pascal Rambert donne ou semble donner à son théâtre. C'est une grande fresque historique qui veut servir de leçon et de signal. Dans ses envolées grandiloquentes, où la philosophie le dispute à la poésie tant et si bien qu'il devient difficile de les qualifier l'une et l'autre, je n'ai pu recueillir aucune étincelle pour enflammer mes actions. J'ai dans l'idée qu'un théâtre qui se veut politique, et architecture ne cache pas ses intentions là-dessus, doit avoir une répercussion dans l'espace politique, c'est-à-dire dans l'espace des corps de son public. Et je me suis retrouvé lénifié, anémié, vidé de toute ma substance de spectateur, consommé et consumé pour rester concentré sur un spectacle dont la langueur des monologues me berçait. J'ai vu glisser sur moi comme des ombres sa grandiloquence gratuite, son antifascisme de salon et son irrévérence de confort. Le spectateur serait-il lent ? Le spectacle lui martèlera son message avec tant de force qu'il imprimera en lui la conviction d'avoir compris quelque chose de grand. Le texte s'empresse de nous raconter ses problèmes, de les expliciter avec pédagogie, sans même nous laisser les découvrir. Pas plus d'ailleurs que nous ne pouvons apprivoiser les personnages, dès le début dans l'excès et condamnés à ne pas pouvoir faire croître leur malheur, déjà gigantesque au tout début de la représentation. Le summum est atteint avec Audrey Bonnet qui hurle, se roule au sol et crache ses rêves comme des visions prémonitoires des catastrophes à venir. À venir pour eux. Nous, spectateurs de 2019, nous savons déjà. Il est assez facile de peindre une prophétesse d'il y a 100 ans à ce compte-là. Et lui donner les allures de Cassandre en pleine crise ne rend pas la chose meilleure. Rien ne m'a agité dans l'architecture. Je comprenais bien que nous parlions de sujets graves, mais un bourdonnement sourd m'a coupé toute envie d'agir. Et c'était extrêmement confortable. Je le redis pour contrebalancer l'acidité de ma critique, la technique est bonne, j'ai aimé Clôture de l'amour, j'ai adoré Actrice, j'ai déjà pu apprécier tous les artistes de ce spectacle et nul besoin d'en rajouter une couche sur l'admiration que je porte au talent de Laurent Poitrenaud. Et en sortant de la salle, j'étais même pas fâché ou grommelant, j'étais là, j'étais vide. Si ce spectacle reste cependant dans ma mémoire,
Ce sera comme le moment où le théâtre a trébuché sur les marches d'un palais trop vieux, où il s'est rendu trop tard. Ce sont des intellectuels qui vivent entre terre et ciel. Ils ont le don providentiel de la pensée. Ils voyagent dans de vieux bouquins qui datent du temps de Charles Quint, ornés des couleurs d'arlequin, chose insensée.